Le gouvernement via association des malfaiteurs, il y a donc toutes les catégories de joueurs. Des petits, des grands, mais aussi ceux-là qui sont des serviteurs des grands. Mais en fin de compte, tout tourne autour de l'argent. L'argent, c'est ça qu'ils sont, justement en train de se partager, et qui parfois, comme dans des groupes de bandits, ils finissent par se tirer dessus. Avant de revenir à vous, je vais d'abord prendre quelqu'un pour vous dire et pour venir vous décrire actuellement un autre combat qui se passe entre un général, tout un grand général, conseiller des Biya, avec un tout petit général des boîtes de nuit, très connu à Yaoundé, et qui pourtant a des galons parce qu'il insulte tout un général de la République. Je reviens dans une seconde ou dans une minute, le temps de finir, de prendre. Parce que vous le savez, quand nous faisons des interventions, nous pouvons recevoir des éléments immédiats que nous devons immédiatement aussi d'abord connaître et vous servir. Donc, veuillez m'excuser, une seule petite seconde, le temps pour moi de vous revenir bientôt. Comme je le disais donc, entre le chef bandit et le petit bandit, rien ne va plus. Vous avez certes suivi cet audio qui fait beaucoup de bruit et où un petit qui pourtant n'a aucun attribut dans la République, qu'on ne voit que dans des boîtes de nuit, et qui d'ailleurs souffre de paralysie, gronde, parle fort à tout un général, le contre-amiral Fouda. C'est une affaire qui non seulement montre jusqu'où la République est dans la rue, mais surtout montre aussi des relations ambiguës entre des malappris et aussi les gens que nous considérons comme des personnalités de notre République, qu'on croit souvent irréprochables, mais qui finalement sont parfois minables. L'affaire entre Hervé Parfait Bapou et le contre-amiral Joseph Fouda a fait beaucoup de bruit et a abouti à l'arrestation de Hervé Parfait Bapou. Présenté à la gendarmerie, puis conduit auprès du procureur de la République, Hervé Parfait Bapou a encore été renvoyé pour complément d'information.
Bien évidemment, c'est souvent le circuit, on vous trimballe un peu avant que la destination finale ne vous accueille, c'est-à-dire Kondengui. Mais cette affaire ne peut pas finir ainsi. Même si part à Kondengui, les conséquences sont dramatiques. Dans la mesure où ça nous présente un côté caché du palais des Tudi, où des hommes, des femmes, ont des relations avec le milieu de la nuit, le milieu de la fémania, le milieu parfois même aussi de ce qu'on appelle les influenceurs, les influenceuses et aussi l'homosexualité. Parlant d'homosexualité, bien évidemment, Hervé Parfum Bapou est reconnu à Yaoundé comme le point central, le carrefour, le négociateur de celui qui prend de la bonne chair masculine pour offrir à ceux-là qui sont dans des palais feutrés et qui aiment bien défoncer la marche arrière des petits garçons. Il n'a jamais caché qu'il était celui-là qui partait les péchés généralement à Bastos, mais aussi dans des quartiers huppés, parce que cette jeunesse veut rêver, veut avoir la vie facile, veut avoir aussi des relations avec des hautes personnalités. Il est donc devenu un personnage central, de telle sorte que beaucoup ont été surpris de l'écouter gronder tout un général. Avant de vous faire réécouter cet audio, il faut d'abord déjà se poser des questions. Qu'est-ce qui fait problème entre Hervé Mbapou et le maréchal ou quoi, le contre-amiral Fouda? Tout part d'un problème d'argent. Pas seulement un problème d'argent, puisque je vous ai dit, ils ont déjà d'autres relations. Donc je n'aimerais pas m'attarder en dessous des bas de jupon et des bas de string. Mais ils entretiennent certaines relations. La preuve, c'est que Hervé Parfum Bapou, qui ne travaille pas, a un appartement qui lui a été offert gracieusement par le contre-amiral Fouda. Comment a-t-il obtenu cela? Quels éléments? Qu'est-ce qu'il a donné au contre-amiral Fouda pour bénéficier d'un si bel appartement où il vivait jusqu'à son arrestation avec son neveu? Je voudrais, avant de répondre à ces questions, revenir donc sur l'objet de leur discorde. C'est une affaire de 170 millions de francs CFA. 170 millions. D'où sortent les 170 millions de francs CFA? Et à quoi ça correspond? On se rend donc compte que c'est de l'argent en espèces qui a été versé pas à Hervé Mbapou, mais plutôt au petit frère d'Hervé Mbapou pour aller donner au contre-amiral Fouda. Hervé Mbapou se voit donc doublé. Parce que c'est lui qui connaît le contre-amiral Fouda. Or, derrière, le contre-amiral Fouda a pris le petit frère d'Hervé Parfum Bapou pour certaines transactions et peut-être aussi certaines relations. Selon nos informations, cet argent a été versé non seulement par rapport à certaines choses qui se passent au niveau d'Afriland Bank, mais aussi était destiné à Chantal Biya. Ah oui.
les 170 millions, le contre-amiral Fouda a donc pris 70 millions. Et il a dit avoir versé à Chantal Biya 100 millions. Celui qui a servi de courroie de transmission, qui est parti prendre de l'argent, je crois que c'est un certain Donald, le petit frère de Hervé Mbapou. Il se trouve actuellement à Casablanca au Maroc. Je ne sais pas combien exactement il a reçu. Mais vous constatez déjà que Chantal Biya est dans l'affaire. D'où sort cet argent? L'argent est versé par un certain Gakam Jean. Gakam Jean, c'est qui? C'est un grand responsable d'Afriland First Bank. Il est le directeur des ressources du groupe et de la comptabilité d'Afriland. À ne pas confondre avec Jules Gakam, qui lui, je crois, il était directeur général adjoint en 2017, puis je crois depuis 2020, il est le directeur général. L'affaire devient importante à partir de cet instant-là parce qu'il y a Afriland First Bank. Cet argent servait donc à quoi? Cet argent, c'est ce qu'on appelle le blanchiment. Or, Afriland, pourquoi est-ce qu'il verse cet argent? Pourquoi Jean Gakam verse cet argent? C'est parce qu'une enquête est ouverte au niveau de la présidence de la République par le général Aïvo, le patron de la direction de la sécurité présidentielle, pour soupçon de blanchiment d'argent et financement de terrorisme de la part d'Afriland First Bank. Parce qu'il y a des sommes d'argent conséquentes qui sortent de cette banque-là. L'enquête est donc ouverte et c'est Jean Gakam qui est convoqué à la présidence de la République. Nous sommes exactement le 13 août 2023. Le 11 août 2023. Jean Gakam rentre chez lui. Il sent que le piège est en train de se resserrer. Qu'on est sur les vraies traces du blanchiment qui se fait à travers cette banque. Et qu'est-ce qu'il fait? Il se dit, il faut absolument brouiller les pistes. Et surtout, mouiller la barbe, comme on dit. Mais comme les enquêtes ne peuvent pas seulement être menées au niveau du tribunal, au niveau de la DSP, il faut coter le dossier. Le dossier sera donc coté où? Bien sûr, à la Légion de gendarmerie. À la Légion de gendarmerie, l'enquête est confiée à une jeune capitaine. Et c'est cette jeune capitaine qui doit donc auditionner Jean Gakam. Elle s'appelle Negan. Elle commence le travail. Elle voit qu'un Gakam, Jean Gakam, est très mal à l'aise. Elle poursuit ses enquêtes. Mais l'enquête est coordonnée par le colonel Ekané, qui suit de très près le dossier et qui ne veut pas lâcher. Parce que c'est un vrai réseau de blanchiment de financement de terrorisme. Qu'est-ce qu'il va faire quand il rentre chez lui? Jules Gakam
il va prendre une certaine somme d'argent qu'il va donc venir remettre. Pas à Negem, pas à Nissé Kane, qui s'occupe du dossier, mais au colonel Otoulou. Le colonel Otoulou, c'est celui qui est à la gendarmerie, là, c'est lui qui coiffe la légion des gendarmeries. Vous avez entendu parler de son nom dans l'affaire du Zomlo des Zomlo. Bref, c'est un élément clé, tout comme le patron du CED, ils sont à la remorque du Ngongo. Et Kane ne comprend pas pourquoi le dossier est en train d'être freiné par son propre patron. Il veut continuer les enquêtes, mais rien n'avance plus. Et la seule façon de faire que le dossier soit bloqué, soit perdu, il obtient une affectation disciplinaire. On envoie donc le colonel Ekane, l'adjoint d'Otoulou, on l'envoie directement à l'extrême nord, ou bien je crois à Garouachou, au nord ou à l'extrême nord. De toutes les façons, c'est une affectation disciplinaire. Juste parce qu'il voulait coincer Jules Ngakam. Pour vous dire, voilà quelques ramifications dans l'affaire. Parce que l'affaire en question, parce que j'ai parlé d'Afriland First Bank. Afriland First Bank sert au régime Biya et surtout aux hautes personnalités de faire le blanchiment d'argent. C'est-à-dire que depuis un certain temps, ils n'ont plus de possibilité de venir faire le blanchiment d'argent en Occident. C'est-à-dire, ils venaient, ils achetaient des immeubles, faisaient des transferts, ainsi de suite. Et maintenant aussi, avec la guerre en Ukraine, ils sont coincés. Parce que les Américains, les Occidentaux, surveillent tous les mouvements d'argent. Or, la seule façon aujourd'hui d'avoir de l'argent, de faire le blanchiment d'argent, c'est de passer par des banques. Et l'une des banques qui sert donc aujourd'hui de ce qu'on peut appeler une vraie lessiveuse du régime Biya, c'est Afriland First Bank. Donc, quand celui-ci qu'on appelle Hervé Mbappou vient parler de Ngakam, quand il parle de Jean Ngakam, qu'il t'a donné 170 millions, eh bien, immédiatement, il expose Afriland First Bank, qui est déjà surveillé par les Américains, parce que Afriland First Bank a des soucis, a d'autres agences, pas seulement au Cameroun. Je vais vous parler de son influence au Cameroun, parce que vous allez voir que tous les ministres qui sont en prison dans le régime Biya, ils ont des comptes dans Afriland First Bank. Et vous allez aussi voir que la plupart des dirigeants africains, à l'étranger surtout, qui ont eu maille à partir avec des agences de contrôle, eh bien, ils sont passés par Afriland First Bank. Afriland First Bank a été impliqué dans un scandale au niveau de la RDC au Congo. Je vais y revenir. Parce qu'il y a d'autres agences qui se trouvent par exemple en Guinée, qui se trouvent au Libéria, qui se trouvent aussi en Guinée équatoriale. Donc, les dirigeants camerounais aujourd'hui ont profité de cette banque qui a été créée par Jean-Paul Kemonien et aussi deux autres personnes qui se sont mises pour créer une belle banque de commerce, mais qui aujourd'hui sert des intérêts obscurs du régime Biya. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'audio, je vais donc me permettre de vous faire réécouter comment est-ce que un civil est en train de déshabiller tout un général. Comment Hervé Parfait Mbappou parle à celui qui parle dans l'oreille de Paul Biya. Hervé Parfait Mbappou, je vous le dis, c'est quelqu'un qui a le niveau
du cours préparatoire, reconnu fait mal, et aussi dans les réseaux d'homosexualité. Ancien ami du Zomlo des Zomlo, Ambo Belinga. Réécoutez comment il parle à Fouda, le maréchal, le contre-amiral. Bonjour, mon général. Je viens d'avoir des informations claires que mon déferlement est prévu et préparé. Donc, voilà pourquoi vous-même, à un moment, vous m'encouragez à aller voir le colonel Ndongo, parce que vous savez qu'on doit me déférer. Mon général, je n'ai pas d'autre choix. Je n'ai pas peur. Hein. Où je suis là, mon seul problème, c'est que mon état de santé est un peu précaire. Sinon, je n'ai peur de rien. Mais je n'ai pas d'autre choix que de me défendre. Et je vais me défendre contre vous. Je vais me défendre jusqu'à la dernière goutte de sang. Je vais me défendre contre vous, mon général. Je veux passer maintenant à la phase de l'attaque. Je ne suis plus dans la phase de discussion. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Ce n'est pas par peur. J'ai tout fait pour que cette affaire s'arrête. Pour que vous essayez un peu, une seule fois de votre vie d'assumer, mais vous ne voulez pas assumer. Maintenant, vous devez, mon général, vous pouvez venir même, demander même qu'ils viennent en plein jour m'assassiner. Mais je vous dis que le monde va savoir ce qui se passe. Parce que quand je vous dis ça chaque fois, c'est comme si je vous faisais, c'est comme si j'étais en train de faire un chantage, comme si je ne vous ai rien demandé, je ne vous ai pas demandé de l'argent. Je ne vous ai jamais demandé de l'argent, je ne vous ai pas fait du chantage. Mais là, je suis obligé de me défendre. Vous voulez coller l'affaire, je ne sais pas comment, vous avez prévu me placer en déferment. Je dis bien qu'on va venir me porter de force devant le monde. On va me traîner au sol pour que je passe à un déferment. Et entre-temps, vous allez devoir vous connecter sur tous les sites internet du monde. Vous allez voir ce qui va être dit. C'est devenu trop. Je ne veux plus passer à la phase de négociation avec vous. Ne m'appelez même plus. N'appelez plus quelqu'un qui est proche de moi. N'essayez même pas de vouloir intimider qui que ce soit. Parce que moi, vous n'allez pas m'intimider. C'est moi qui vous le dis. Je vous dis, je vais d'abord vous envoyer à vous-même quelque chose là tout de suite. Vous avez pris 100 millions chez Ngakam. Vous avez pris 35 millions et vous avez pris 65 millions. C'est le lendemain. Quand je suis allé avec mon petit frère, je suis resté dehors, il est entré. Je suis resté, je me suis dit, mais voici la maison telle que Ekassi décrivait, c'est la maison de Ngakam. Je suis resté, j'ai dit dans mon cœur, vraiment, regardez, un monsieur minable. Vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Et vous m'avez dit quoi? Je sais que je suis radin. Mais gardez votre radinerie. Mais laissez les gens tranquilles. Quand les gens travaillent avec les personnalités, c'est pour avoir la protection. Hein? Tous les hauts responsables ici, là, les hommes qui sont avec le chef de l'État, là, ils ont les protégés ici qu'on ne touche pas. Mais vous n'avez, c'est-à-dire que vous utilisez les gens. Vous utilisez les gens, mais quand il faut assumer, vous ne pouvez plus assumer. Vous allez me tuer aujourd'hui, c'est moi qui vous dis ça. Imbécile que vous êtes là. Un homme sans cœur, un idiot comme ça là. Vous pensez que moi j'ai peur de vous? Vous m'avez bien regardé. Les gens, comme vous avez la chance de passer sur un fauteuil roulant, hein, je jure, c'est que je vous guette là, j'attends que vous sortez là, je vous arrête, je vous abatte de mes propres mains et je vais me livrer là, à la gendarmerie ou à la police. Comme ça, les Camerounais vont au moins vont respirer. Vous avez tous trahi le président de la République. Tous. Toutes choses, nomination, argent, service, argent. Quelqu'un a même des problèmes, il se plaint. Il faut qu'on l'aide. Argent, tout argent. Et vous venez vous attaquer à moi. Vous allez voir ça. Imbécile que vous êtes. Vous pouvez envoyer. Vous pensez que j'ai besoin de mes téléphones pour lancer des choses contre vous? Vous pensez, vous m'avez dit l'autre jour, non, je n'ai pas peur. Vous pouvez envoyer ça au Japon. Vous allez voir ça. Vous allez voir. C'est devenu quoi? C'est même quoi? Vous voulez vous transformer ce pays en quoi? Hein? Vous êtes un escroc, vous passez le temps à prendre l'argent, vous mangez seul, vous ne donnez à personne. Vous n'assumez pas le moment venu. Vous voulez que les gens assument pour vous? Vous voulez que les gens assument pour vous? Vous avez donc suivi ou réécouté cet audio de Hervé Parfait Mbapou, qui n'est pas dans l'armée, mais qui insulte le conseiller Debia chien.
Hervé Parfait Mbapou, comme je vous le disais, vit à Santa Barbara, dans un appartement donné par Fouda. Il roule dans une Prado 2015, grise. Il a une Mercedes noire chromatique. Qui lui donne cet argent alors qu'il ne travaille pas? Ce sont ces membres du gouvernement et voleurs du gouvernement. Parce qu'ils portent leur argent. Et ils leur donnent aussi des petits et des petites. Voilà pourquoi est-ce qu'il les insulte comme ça. Pourquoi il a cette arme. Quand vous regardez, derrière l'histoire de Jean Gakam, c'est tout le gouvernement qui est plongé, qui est trempé. Et qu'on veut rapidement essayer d'éteindre. Le Jean Gakam en question, il donne de l'argent en espèces qu'on a déposé chez Chantal Biya. L'argent en espèces également chez Franck Biya. Et celui qui prenait l'argent de Ngongo en espèces ou pour aller déposer, c'était Martin Savon. Maintenant que Martin Savon est en prison, et même parfois à certaines occasions, c'était son frère qui jouait ce rôle. Atanga Savon. Je crois qu'il est colonel retraité. Donc l'argent du Cameroun que vous entendez là, on vous dit qu'il n'y a pas d'argent. Mais ces gens ont des milliards dans les maisons. Et quand ils vont faire le blanchiment, ils passent donc par Afriland, qui, je vous le dis, a été créée en 1987. Elle n'était pas la première banque, mais elle est devenue devant des banques internationales au fil du temps. Parce que quand Paul Kemoye commence à Afriland, justement, il était avec, je crois, 2 personnes. Je crois qu'il y avait Jean-Philippe Fonquois, Célestin Guela Simon, à Yaoundé. Moi, aujourd'hui, comme je vous ai dit, il y a des filiales à Sao Tomé et Principe, en Zambie, en Guinée équatoriale, au Libéria, en RDC Congo, au Cameroun. Cette banque n'a fait que se fructifier. Oui, les clients sont des Camerounais. Parce qu'à l'époque, on nous parlait de la BICEC qui était la meilleure banque du Cameroun. Je crois qu'il y avait peut-être 39 agences. C'est ça qu'on nous disait. Avec 315 000 employés dans 10 régions. Mais aujourd'hui, quand on regarde les marchés, Afriland First Bank détient 20% des parts de marché. Pourquoi est-ce que c'est un peu curieux? Parce que la plupart des clients, ce sont des Camerounais. 99 ou 98% des clients sont des Camerounais. Je prends le cas du Cameroun. Avant d'aller, peut-être vous expliquer ce qui s'est passé au Congo et qui est en train de se passer au Cameroun. Les dépôts, ce sont donc les étrangers, ce sont donc les clients qui le font. Or, on vous dit, il n'y a pas l'argent au Cameroun. Les salaires sont insuffisants. Vous vous retrouvez par exemple avec des fonctionnaires qui, curieusement, comme à Tangana. Comment on l'appelle? On l'appelait. À Tanakuna, oui. À Tanakuna, c'est comme t'étais où? À Freeland First Bank.
Et vous entendez qu'il a des milliards. Comment un ministre peut payer des milliards alors que son salaire, c'est 1,5 million? Il vous rembourse comme ça, là, il rembourse à l'État 1 milliard 200 millions. Et tout le monde applaudit. Cet argent vient d'où? Les membres du gouvernement sont donc partis créer des comptes au niveau d'Afriland First Bank. C'est des grands clients. Et d'ailleurs, la fille d'Atanakuna qui ne travaillait nulle part, elle-même, elle avait 2 comptes. Elle a 2 comptes, pas qu'elle avait. Elle a 2 comptes au niveau d'Afriland First Bank. La plupart des ministres qui sont en prison à Konengi, leur compte c'est où? C'est Afriland First Bank. Un pays comme le Cameroun, on vous dit donc qu'il manque de liquidités. Mais je vais vous donner certains chiffres qui vont vous prouver que il y a tellement de l'argent qui circule au Cameroun au-dessus du budget. Les dépôts seulement dans des banques en liquide, je vous les donne. Nous sommes au 30 juin 2022. Dépôt de la clientèle. 6 475 milliards 400 millions. Pendant qu'on vous dit qu'on est en crise. C'est-à-dire que c'est une progression de 12%. Et on vous dit que Afriland, sur les 17 banques qui sont installées au Cameroun, détient 20% de part du marché. La preuve, sur les 6 000 milliards, donc concernant les 17 banques différentes qu'il y a, c'est-à-dire la Société Générale, la BICIC, la SCB, la CBC et tout le reste là, vous allez donc voir que les gens du gouvernement, les Camerounais, sont aussi partis déposer, rien qu'en cette période-là, la somme de 1000 milliards, 1243 milliards. 1243 milliards. C'est-à-dire que une progression de 19%. L'argent là vient d'où? Ce n'est pas notre argent. Ce n'est pas l'argent des caisses de l'État. Dites-moi, ils ont trouvé ça où pour aller faire ces dépôts-là? Et cet argent peut donc être transféré dans des paradis fiscaux. Ils peuvent donc aller faire leurs opérations, d'autant plus que Afriland First Bank a lui-même à transférer son holding vers la Suisse. Et bien sûr, comme je vous ai dit, il y a d'autres agences qui se retrouvent à l'étranger. Voilà comment notre argent est dilapidé. Voilà comment notre argent sort de certains circuits. Voilà comment notre argent est injecté ailleurs pendant que l'économie du pays est totalement époumonée. Ces gens reçoivent donc des liquidités, des caisses, des mallettes. Ils vont déposer, ils vont retirer, ils vont déposer, ils vont retirer quelques intérêts. Quand ça a produit beaucoup d'argent, ils reprennent ça. Avec le Ngakam là. Jean. L'enquête a été ouverte. Alors qu'on parle de blanchiment de terrorisme. Mais ça ne va pas aboutir. Puisqu'aujourd'hui, les gens du gouvernement ont constaté que en RDC, à l'époque de Joseph Kabila, eh bien, les voyous, les mercenaires, les trafiquants d'armes et surtout ce qu'on appelle les diamants de l'argent, ils ont eu à passer par Afriland First Bank pour le blanchiment d'argent. Et particulièrement, c'est un Israélien, et comme il y a aussi un Israélien, il y a des Israéliens au palais de Tudi. Ça peut donc prendre le même réseau. Et quand on parle de ces réseaux, il y a un homme d'affaires, ou plutôt un mercenaire israélien, Dan Gertler, qui d'ailleurs a été sanctionné par le Trésor américain, parce qu'il a tissé un réseau international
de blanchiment d'argent. Aujourd'hui, les membres du gouvernement, les Ngongo, les Franck Biya, les Chantal Biya, tous ces gens du gouvernement utilisent maintenant Afriland comme leur lessiveuse. Afriland est devenue aujourd'hui une grande banque. Nous pouvons dire bravo à Kemonye d'avoir peut-être au Cameroun une agence, enfin, d'employés des Camerounais. Il y a quand même 58 agences d'Afriland First Bank. Ce n'est pas rien. On nous parle d'un capital de 50 milliards, mais quand on essaie de regarder les chiffres, ce n'est pas exactement ça, puisque même si Afriland peut dire qu'ils ont 750 employés de façon permanente, lorsqu'on voit en même temps l'évolution, les courbes sont fulgurantes, sont effrayantes. Je vais me baser, par exemple, sur d'autres choses qui me font un peu avoir peur que le Cameroun risque de se retrouver dans les mêmes problèmes que le Congo, comme un État voyou, et qu'on risque de grosses sanctions. Parce que quand vous regardez par exemple qu'en fin 2019, Afriland avait atteint certes un bilan total de 1150 milliards de francs CFA. En 2010, c'est-à-dire que 9 ans avant cela, les dépôts de la clientèle s'élevaient tout simplement à 951 millions de dollars. Les actifs globaux dépassaient déjà 2,3 milliards de dollars américains. Or, aujourd'hui, avec la conjoncture et surtout la guerre en Ukraine, les grandes puissances surveillent tout ce qui peut avoir entre manigances ou des commerces avec soit la Biélorussie, soit avec la Russie, soit avec des transactions d'argent. Nous nous retrouvons au Cameroun aujourd'hui où, curieusement, avant la guerre en Ukraine, les échanges commerciaux pratiquement étaient inexistants entre le Cameroun et la Russie, puisqu'ils s'établissaient, ils s'élevaient à 0,004%. Mais depuis un certain temps, on apprend que c'est le Cameroun qui vend déjà le blé biélorusse, ou les engrais russes, ou quoi là. Et du coup, j'ai pu constater que tout simplement, la Russie avait ouvert de nouveaux comptes commerciaux auprès d'Afriland First Bank. Enfin, le Cameroun, pour faire le commerce avec la Russie. Et aussi la Biélorussie. Donc, les produits agricoles dépassant seulement en 2022 96 milliards 600 millions de francs CFA. Nous faisons donc un peu plus fort que ce qui s'est passé en RDC. Vous croyez que on ne va pas nous sanctionner? Qu'on ne va pas guetter ce qui se passe exactement, ce qui se tourne actuellement au niveau d'Afriland First Bank? Je regarde ici. Par exemple, la Société Générale, c'est 947 milliards, qui n'a pas atteint. Afriland a eu une augmentation de 19,20%. Suivi de la Société Générale, qui est, voilà, plus 6%. Banque Atlantique a eu tout simplement 589 milliards.
les chiffres que je vous donne, lorsqu'on va demander à nos ministres de justifier les dépôts, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lorsqu'on va demander à Afriland, qui est déjà sous l'œil du cyclone, qui est surveillé, les grandes puissances risqueraient de frapper très fort. Le Cameroun risque d'être considéré comme un pays ennemi. Qu'est-ce qu'on gagne à devenir un pays ennemi des Occidentaux dans une guerre qui ne nous concerne pas? Le Cameroun va, à travers des dirigeants irresponsables, voleurs, pyromanes, à travers des blanchiments, mettre la vie de toute une nation en danger, nous met en insécurité. Qu'est-ce qu'on a gagné? Ils sont en train de faire leur blanchiment à travers une banque, en nous dépouillant, en détournant les deniers publics, en finançant le terrorisme et en faisant des compromissions avec la Russie, la Biélorussie, les autres pays quand ils veulent traiter avec la Russie. Ils disent, nous voulons ceci, nous voulons cela. On le voit au Mali, ils assument. Nous le voyons au Burkina, nous le voyons au Niger. Mais nous, nos dirigeants, ils vont seulement derrière Kouya, partout il y a le faux. Les mercenaires, là il y a les trafiquants de diamants, d'or. Parce qu'aujourd'hui, Afriland First Bank a été accusé en RDC de ne même pas contrôler la provenance parfois des diamants, qu'on appelait les diamants de sang, l'origine. Et du coup, ces diamants sont transformés en valeur monétaire. Donc, les diamants de l'argent, tout comme aussi l'or du sang du Cameroun, peut facilement être déposé auprès d'Afriland First Bank, qui peut transformer ça en dollars, en euros, ou encore en livres sterling. Ce qui est un crime économique et ce qui est dangereux pour un pays comme le Cameroun. Parce que nous risquons même d'être taxés et classés comme justement le centre du financement du terrorisme à travers le monde, du blanchiment d'argent. Donc l'affaire que nous avons suivie là, qu'un gars comme se retrouve en train d'envoyer de l'argent à un général, à un contre-amiral qui a étudié, et on cherche à étouffer l'affaire. Les grandes puissances ne vont pas étouffer l'affaire. Et ils vont chercher à s'engouffrer, à mener des enquêtes. Ils vont certes chercher à tuer Hervé Parfait Mbapou. Mais ils ne vont pas balayer toutes les pistes. Les ONG ont déjà mis leur nez dedans et vont enquêter. Et si nous sommes frappés de sanctions économiques alors que nous avons déjà une crise, nous ne parvenons pas à manger, nous ne parvenons pas à survivre, les salaires sont terriblement bas. Et on est là, avec un régime qui ne fait que nous dire qu'il manque de l'argent. Ils élargissent l'assiette fiscale pour dépouiller les gens, alors qu'il y a beaucoup d'argent qu'ils ne vont que déposer dans des banques. Un pays comme le Cameroun, 6 000 milliards, plus de 6 000 milliards déposés dans des comptes comme ça, mais c'est pas possible. Et on vous dit que c'est vous qui devez aider l'État à résoudre les problèmes. Vous devez donc payer une pièce d'identité à 15 500 francs. Parce que vous êtes de bons patriotes. Et les autres, ils sont en train de voler, de piller. Il va arriver un jour, et ce jour-là approche, où les Camerounais, après avoir été grugés,
lessivés, exploités, enchaînés comme des esclaves. Ils vont dire stop. Et d'ailleurs, on commence déjà à voir comment est-ce que l'affaire des timbres, ils disent maintenant que oh, on ne veut pas, le Paul Biya dit qu'on n'applique pas ça maintenant. Tentez d'appliquer, les Camerounais vont se lever. Vous savez pourquoi est-ce que Biya a reculé? Biya a reculé parce qu'au moment où ils ont demandé dans leur loi de finances, c'est lui qui a signé, qu'on doit maintenant payer les pièces d'identité, la carte d'identité, l'établissement d'une carte d'identité à 15 500 francs. Il a vu ce qui s'est passé au Kenya. Le peuple s'est levé par rapport à la nouvelle loi des finances. Le peuple est allé jusqu'au Parlement pour tout saccager. Les députés oubliaient les vestes. Chacun courait, sautait par la fenêtre. Il y a eu 22 morts. Et c'est là où le régime kenyan a vu que tout allait basculer et qu'il allait perdre, que les gens allaient se jeter dans la rue. Qu'est-ce que le président Ruto a fait? Il est vite parti s'adresser à la nation. Ah oui. Il a dit, je vous ai compris, je vous ai compris, je vous ai compris. Je ne peux plus. Je ne veux plus augmenter. La loi de finances ne sera pas appliquée. C'était le 25 juin 2024. Ce n'était pas hier. Ce n'était pas 2 ans. Il n'y a pas de cela 2 ans. C'était le 25 juin 2022. Les jeunes Africains n'acceptent plus. Il y a eu 22 morts. Il y a eu 300 blessés. Mais au moins, ils se sont levés comme des braves. Ils ont réussi à faire reculer le gouvernement. C'est pour vous dire que l'esclave qui ne se révolte pas, il ne faut pas s'apitoyer sur son sort, disait Thomas Sankara. Si vous continuez à accepter que ces gens-là vous imposent des charges, vous pillent, et en même temps, ils envoient votre argent dans des paradis fiscaux. Ils font des dépôts dans des banques commerciales, que ce soit à Freeland ou d'autres, au Cameroun. Si vous continuez à accepter cette situation, eh bien, vous serez ruinés jusqu'à la dernière goutte de sang. Parce que ce sont des sangsues. Ils n'ont pas pitié de vous. Ils doivent vous tuer. Ils doivent vous achever. Et vous ne devez pas laisser vos bourreaux continuer à faire cela. Hervé Parfait Mbapou, qui a eu à côtoyer ces gens-là, qui a eu à bénéficier de ces avantages, peut être l'un des rares jeunes qu'ils mettent à côté. Mais même quand vous êtes avec eux, ils vous trompent, ils vous grugent, ils vous remplacent par un de vos frères, par un de vos cousins. Et ils finissent par vous tuer pour ne pas les livrer. Donc, vous qui cherchez même à être comme eux là, vous allez avec eux dans des sectes, vous leur donnez vos faits, c'est comme ça. Ça ne sert à rien. Ils finiront toujours par vous tuer. Donc, la seule façon, c'est de les chasser. C'est de les chasser pour votre liberté, pour que vous puissiez aussi gagner vos vies normalement, pour votre dignité, pour que vous puissiez aussi, en toute honnêteté, gagner vos vies. Votre survie dépend de maintenant. Commencez par dire non à l'augmentation du prix de la carte nationale d'identité. Paul Biya a reculé, mais croyez-moi, il va revenir plus fort quand vous serez un peu distrait par autre chose, peut-être dans les bars, peut-être une autre histoire de Samuel Eto'o, peut-être encore une autre victoire des Lions indomptables. Vous allez applaudir Marc Brice et vous serez surpris qu'ils vous disent tout simplement que à partir de demain, la carte d'identité, vous la payez à 15 500 francs. Dites maintenant non. Et plus jamais n'acceptez qu'un homme
qui n'a rien fait pour vous, qu'un régime qui a tout pillé et qui a été 3 fois désigné champion du monde de la corruption, continue de vous marcher dessus.